En novembre 2025, le Congrès américain a adopté le plus gros budget de défense de l'histoire américaine. 1 trillion de dollars. HR 1, la loi d'investissement massif pour la défense nationale, ajoute un supplément de 156 milliards de dollars. Les porte-paroles du ministère de la Défense ont déclaré que ces fonds assureraient la suprématie militaire américaine pour des générations. Mais il y a un problème dont personne ne veut discuter. Les armes les plus coûteuses au monde se perdent encore, exactement comme en 1944, sur les 31 chars Abrams que les États-Unis ont livrés à l'Ukraine en 2023. En date de novembre 2025, 22 sont détruits, endommagés, abandonnés ou capturés. C'est un taux de perte de 71%. Le char de combat le plus moderne au monde, dont chaque unité coûte 10 millions de dollars, est détruit par des drones qui coûtent moins de 500 dollars. Le ministère de la Défense a réagi par le silence, mais ce n'est pas la première fois que des équipages de chars américains doivent combattre un ennemi technologiquement supérieur. Et ce n'est pas la première fois que le ministère de la Défense a caché la vérité. Forêt de Hurtgen, automne 1944, 3 mois, 55 000 soldats américains morts, blessés ou disparus, un taux de perte de 25%. Le plus élevé de toutes les batailles que l'US Army a menées pendant la Seconde Guerre mondiale, les équipages de chars Sherman ont demandé leur mutation dans le Pacifique. Ils ont dit qu'ils préféraient combattre le Japon plutôt que de continuer à affronter les forces armées allemandes dans la forêt. Ce que le ministère de la Défense leur a fait subir n'a été révélé que 40 ans plus tard. Et ce qui est écrit dans les documents révèle une vérité épouvantable. Les tactiques de défense allemandes dans la forêt étaient si supérieures que les soldats américains ont psychologiquement craqué. La forêt de Hurtgen se trouve à la frontière germano-belge. 140 km² de forêt dense, des pentes abruptes, des ravins, des sentiers étroits. En septembre 1944, l'ambiance au sein de l'US Army était optimiste. Paris avait été libéré. Les Allemands reculaient. La guerre serait terminée avant Noël. Les généraux planifiaient déjà les défilés de la victoire. Mais ensuite, la First Army a atteint la forêt de Hurtgen. Imaginez, vous êtes le commandant d'une unité de chars Sherman. Vous avez traversé la France. Vous avez gagné des duels de chars. Vous pensez que les chars allemands sont certes meilleurs, mais vous avez le nombre pour vous. Et puis, vous entrez dans la forêt. Et tout change. Les arbres sont si denses que votre Sherman passe à peine. Les chemins sont si étroits que vous ne pouvez avancer qu'un par un. Pas de formation, pas de soutien. Seuls, et les Allemands savent que vous arrivez. Ils attendent, et ils ont transformé la forêt en un piège mortel. La défense allemande dans la forêt de Hurtgen reposait sur des tactiques que les forces armées allemandes avaient perfectionnées depuis des années. Le combat en forêt n'était pas improvisé. C'était une science. Les Allemands avaient des manuels, un entraînement, une doctrine. Ils savaient exactement comment combattre dans la forêt. Les Américains, non. L'US Army n'avait aucune expérience du combat en forêt. Sa doctrine reposait sur des champs ouverts, la supériorité aérienne, l'appui des chars. Dans la forêt, tout cela était inutile. La première unité américaine qui a tenté de traverser la forêt a été la 9th Infantry Division, en septembre 1944. Ils ont commencé l'attaque du village de Schmidt, situé au fond de la forêt. La division comptait 15 000 hommes. Après 2 semaines, ils avaient subi 4 500 pertes. Ils avaient gagné 3 000 mètres de terrain. Cela signifie que, pour chaque mètre, ils ont payé avec un soldat et demi. Et Schmidt, ils ne l'avaient pas atteint. Mais les pertes n'étaient pas le pire. Le pire était la façon dont les hommes mouraient. Des tireurs d'élite allemands dans la cime des arbres. Invisibles, ils tiraient sur les officiers, les opérateurs radio,
les infirmiers, des assassinats ciblés. Les soldats américains ne savaient pas où était l'ennemi. Ils ne voyaient que des arbres. Et soudain, quelqu'un était mort. Pas de flamme de bouche, pas de bruit, seulement la mort. Cela détruit le moral plus vite que n'importe quelle bataille. Ensuite, les mitrailleuses MG-42. Les Allemands les positionnaient dans des bunkers creusés dans des collines, recouverts de troncs d'arbres et de terre, invisibles jusqu'à ce qu'on soit juste devant. Et alors, la MG-42 ouvrait le feu, 1200 coups par minute. Le bruit était si caractéristique que les soldats américains l'appelaient la scie d'Hitler. Dans les chemins forestiers étroits, il n'y avait aucun abri, aucune possibilité de fuite. La MG-42 fauchait des sections entières en quelques secondes. Mais le pire, c'était les pièges à chars. Les Allemands savaient que les chars Sherman américains essaieraient d'appuyer l'infanterie. Alors, ils creusaient des tranchées en travers des chemins, assez profondes pour qu'un Sherman y tombe et reste coincé. Et autour de ces tranchées, ils positionnaient des Panzerfaust. Quand un Sherman restait coincé, un soldat allemand sortait de sa cachette, tirait le Panzerfaust et disparaissait à nouveau dans la forêt. Le Sherman explosait. L'équipage brûlait. Cela s'est produit encore et encore. La 28th Infantry Division a essayé ensuite. Novembre 1944. Ils ont attaqué Schmidt à nouveau. Cette fois avec un appui massif de chars. 31 chars Sherman, 16 chasseurs de chars M10, des centaines de véhicules. La plus grande formation blindée jamais déployée dans une forêt. Ce fut un massacre. Après une semaine, la 28th Division avait subi 6184 pertes. Sur les 31 Sherman, tous étaient détruits ou abandonnés. Sur les 16 chasseurs de chars M10, il n'en restait aucun opérationnel. Et Schmidt était toujours aux mains des Allemands. Un survivant, le lieutenant Paul Bush du 2nd Bataillon, 101st Infantry Regiment, a écrit plus tard dans ses mémoires quelque chose que le ministère de la Défense a tenté de réprimer pendant des décennies. Il a écrit « Le 3e jour dans la forêt de Hürtgen, les hommes ont commencé à se blesser eux-mêmes. Ils se tiraient une balle dans le pied, dans la main, partout où ce n'était pas mortel, mais suffisant pour être évacué. Nous le savions, les officiers le savaient, mais personne ne faisait rien. Parce que nous comprenions tous, mieux une blessure que ce qui attendait dans la forêt. C'est extraordinaire. Des soldats américains qui s'étaient portés volontaires, qui avaient suivi un entraînement, qui voulaient se battre pour la démocratie, se mutilaient pour échapper à la bataille. Ce n'était pas de la lâcheté, c'était une réaction rationnelle à une situation qui était intolérable. La défense allemande était si efficace, si mortelle, si psychologiquement éprouvante, que l'automutilation apparaissait comme une meilleure option. Mais revenons aux équipages de chars, car leur histoire est encore plus terrifiante. Après le désastre de la 28th Division, les équipages de Sherman ont refusé d'entrer dans la forêt. Pas un équipage, pas deux. Des compagnies entières. Ils ont dit que les chars dans la forêt de Hürtgen étaient inutiles. Pire qu'inutiles, c'étaient des cercueils mobiles. Les chemins étroits les forçaient à avancer un par un. Des Panzerfaust allemands attendaient derrière chaque arbre. Un Sherman ne pouvait pas manœuvrer, pas fuir, pas combattre. Il ne pouvait que brûler. Un rapport du 5e corps d'armée du 18 novembre 1944, classifié jusqu'en 1984, documente ce qui s'est alors passé. Les équipages de chars Sherman de la 5e division blindée ont officiellement demandé leur mutation dans le Pacifique. Ils affirmaient que la guerre de chars contre le Japon serait plus logique en terrain découvert. Ils ajoutaient que de nouvelles opérations dans la forêt de Hürtgen seraient militairement absurdes et suicidaires. Le rapport note que cette demande a été signée par 73 commandants de chars. C'était sans précédent. La réaction du ministère de la Défense fut brutale.
Le général Courtney Hodges, commandant de la First Army, ordonna que tout officier refusant de combattre dans la forêt de Hurtgen soit traduit devant une cour martiale. L'accusation, lâcheté face à l'ennemi. La peine possible, la mort par fusillade. Cela figurait dans une lettre que Hodges envoya le 21 novembre 1944 à tous les commandants de division. La lettre a été déclassifiée en 1984, mais elle n'a jamais été discutée publiquement. Parce qu'elle soulève une question inconfortable. Si des soldats américains préféraient être fusillés plutôt que de combattre les forces armées allemandes, qu'est-ce que cela révèle de l'efficacité de la défense allemande? Les équipages de chars ne se sont pas envolés. Ils ne le pouvaient pas. L'alternative était l'exécution. Alors ils sont entrés dans la forêt. Et ils sont morts, un après l'autre. La durée de vie moyenne d'un Sherman dans la forêt de Hurtgen était de 3 jours. 3 jours avant d'être détruits. Les équipages le savaient. Ils savaient qu'ils allaient probablement mourir. Mais ils ont continué malgré tout. Pas par patriotisme, par peur de leur propre armée. Mais voici un point que l'histoire officielle mentionne rarement. Les défenseurs allemands dans la forêt de Hurtgen n'étaient pas des troupes d'élite. Il ne s'agissait pas de divisions blindées. Pas de parachutistes, c'étaient des unités d'infanterie régulières, principalement issues des 275e et 344e divisions d'infanterie. Des soldats qui se battaient depuis des années, épuisés, sous-équipés, en infériorité numérique. Mais ils avaient quelque chose que les Américains n'avaient pas, une doctrine pour le combat en forêt, et cela a fait toute la différence. La doctrine allemande de combat en forêt reposait sur des principes développés en Europe de l'Est. Pendant les combats en Biélorussie et en Ukraine, les unités des forces armées allemandes avaient appris à défendre des forêts denses. Les leçons étaient claires: utiliser le terrain, minimiser les lignes de mire, créer des zones de mort au point d'étranglement, utiliser la surprise, se replier et attaquer à nouveau, épuiser l'ennemi psychologiquement. Dans la forêt de Hurtgen, ces tactiques ont fonctionné à la perfection. Les Allemands positionnaient de petits groupes à des points stratégiques, 3 à 5 hommes, avec une MG-42. Ils laissaient les Américains passer, puis ils ouvraient le feu par derrière. Les Américains tentaient de se retourner, mais dans la forêt dense, ils perdaient leur orientation. Ils tiraient sur des ombres, sur des bruits, parfois sur leurs propres hommes. Le chaos était exactement ce que les Allemands voulaient. Un système allemand particulièrement efficace était celui des arbres explosifs, des obus d'artillerie avec des fusées à retardement qui explosaient au contact des cimes des arbres. L'explosion projetait des milliers d'éclats de bois vers le bas, comme des shrapnels, mais beaucoup plus dangereux car les éclats de bois volent de manière irrégulière. Se cacher derrière les arbres ne servait à rien. Les éclats venaient d'en haut. Les soldats américains qui ont vécu l'expérience des arbres explosifs ont décrit cela comme l'enfer. On ne pouvait pas se protéger, seulement prier. Après 6 semaines de combat, le moral de l'US Army dans la forêt de Hurtgen s'était effondré. Un rapport du corps médical de l'armée de décembre 1944, déclassifié en 1989, analysait les conséquences psychologiques. Les résultats étaient alarmants. 67% des soldats qui avaient combattu plus de 2 semaines dans la forêt de Hurtgen présentaient des symptômes de ce qu'on appelle aujourd'hui le PTSD. Mais à l'époque, on appelait cela la fatigue de combat ou le choc des obus. Les symptômes étaient tremblements incontrôlables, incapacité à parler, crise de panique, effondrement émotionnel total. Le rapport documentait également quelque chose que l'armée n'a jamais admis publiquement. Dans certaines unités, les soldats refusaient d'attaquer même lorsque les officiers le leur ordonnaient. Pas par lâcheté, par jugement rationnel. Ils voyaient que les attaques étaient inutiles, que la défense allemande était trop forte, qu'ils allaient mourir sans rien accomplir. Alors, ils restaient dans leur trou de renard.
Les officiers ne pouvaient pas les forcer, parce que les officiers eux-mêmes savaient que les soldats avaient raison. Un cas particulièrement bouleversant est documenté dans un rapport de la 4e division d'infanterie. Une compagnie refusa collectivement d'attaquer une colline. Le chef de compagnie demanda un soutien d'artillerie, on lui répondit qu'il n'y en avait pas de disponible. Il demanda un soutien de chars. On lui répondit que les chars ne pouvaient pas atteindre la colline. Il demanda un soutien aérien. On lui répondit que le temps était trop mauvais. Alors il dit à ses hommes d'attaquer, personne ne bougea. Le chef de compagnie sortit son pistolet et menaça d'abattre le premier homme qui refuserait. Les hommes le fixèrent. Personne ne bougea. Au bout de 2 minutes, le chef de compagnie baissa son arme. Il s'effondra en larmes. L'attaque n'eut pas lieu. Le rapport sur cet incident fut immédiatement classifié. Pourquoi? Parce qu'il révélait une vérité fondamentale sur la forêt de Hurtgen. Les Allemands avaient gagné, pas militairement, psychologiquement. Ils avaient forcé l'US Army à réaliser que tout combat supplémentaire était inutile, que les tactiques de défense allemandes dans la forêt étaient imbattables, qu'aucune quantité de courage, d'entraînement ou d'équipement ne ferait la différence. C'est une réalisation dévastatrice pour une armée. Et le ministère de la Défense ne pouvait pas permettre que le public américain l'apprenne. Alors, l'US Army a continué à se battre, pas parce qu'elle pouvait gagner, mais parce qu'abandonner aurait signifié la défaite. Entre septembre et décembre 1944, la First Army a envoyé 17 divisions différentes dans la forêt de Hurtgen. Chacune a subi des pertes catastrophiques. Chacune a échoué à atteindre ses objectifs. Mais sans cesse de nouvelles unités étaient jetées dans la bataille. Ernest Hemingway, qui était correspondant de guerre dans la forêt de Hurtgen, a écrit plus tard « La forêt de Hurtgen était Passchendaele avec des arbres, des massacres insensés, ordonnés par des généraux qui étaient trop loin derrière pour voir ce qu'ils faisaient à leurs hommes. » Passchendaele était une bataille de la Première Guerre mondiale, où des centaines de milliers d'hommes sont morts pour quelques kilomètres de boue. La comparaison d'Hemingway était dévastatrice. Il disait que l'US Army, dans la forêt de Hurtgen, répétait les mêmes erreurs que les Britanniques en 1917. Des attaques frontales contre des défenses supérieures, sans tenir compte des pertes, sans autre stratégie que jeter plus d'hommes jusqu'à ce que l'ennemi cède. Mais les Allemands n'ont pas cédé. En fait, la défense allemande s'est améliorée pendant la bataille. Les forces armées allemandes ont tiré les leçons de chaque tactique américaine. Lorsque les Américains tentaient d'attaquer de nuit, les Allemands illuminaient les chemins forestiers avec des fusées éclairantes. Lorsque les Américains tentaient d'utiliser l'artillerie, les Allemands se positionnaient dans des bunkers profonds qui résistaient aux obus. Lorsque les Américains tentaient d'infiltrer, les Allemands avaient préparé des pièges. Pour chaque innovation américaine, il y avait une contre-mesure allemande, et la contre-mesure arrivait plus vite que l'innovation. Cela révèle quelque chose de fondamental sur la culture militaire allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. La capacité de s'adapter, d'apprendre, de s'améliorer, même dans des conditions catastrophiques. En novembre 1944, l'Allemagne était militairement au bord de l'effondrement. Les ressources étaient rares, les villes étaient bombardées. Le front de l'Est s'effritait. Mais dans la forêt de Hurtgen, les soldats allemands se battaient avec une efficacité qui choqua l'US Army. Pas par fanatisme, par compétence, par doctrine. Grâce à des années d'expérience dans ce type de combat, un officier d'état-major américain, le colonel Daniel B. Strickler, écrivit quelque chose de remarquable dans un rapport secret d'après-action en janvier 1945. Ce rapport ne fut déclassifié qu'en 1985. Strickler analysa pourquoi la forêt de Hurtgen avait causé de telles pertes. Sa conclusion à la page 34. Les défenseurs allemands ont démontré une maîtrise du combat en forêt qui dépasse complètement notre doctrine. Ils n'utilisent pas seulement le terrain. Ils le transforment en une arme, chaque arbre, chaque pente.
Chaque ruisseau devient partie intégrante d'un système de défense intégré que nous n'avons pas pu percer. Pas parce que nous n'étions pas assez braves, mais parce que nous n'étions pas formés pour ce type de guerre. Relisez ça. Un officier supérieur de l'US Army a admis que les Allemands étaient militairement supérieurs, pas en équipement, en doctrine, en entraînement, dans la capacité d'utiliser le terrain. C'est un aveu dévastateur. Et il a été gardé secret pendant 4 décennies, parce que si les soldats américains savaient que leurs généraux les envoyaient dans des combats qu'ils ne pouvaient pas gagner, cela détruirait le moral de toute l'armée. Mais il y a pire, car la forêt de Hurtgen n'était même pas stratégiquement importante. C'est la partie de l'histoire que la plupart des historiens préfèrent ignorer. Le terrain que l'US Army a tenté de conquérir n'avait aucune valeur militaire. Il n'y avait pas de villes importantes, pas d'usines, pas de nœuds de transport. Il n'y avait que la forêt. La First Army aurait pu la contourner. Elle aurait pu marcher au nord ou au sud. Mais le général Hodges insista pour que la forêt soit prise. Pourquoi? Pour le prestige. Il ne voulait pas admettre qu'il y avait un terrain que les troupes américaines ne pouvaient pas conquérir. Cela signifie que 55 000 soldats américains sont morts pour le prestige. Pas pour la stratégie, pas pour des objectifs importants, pour l'ego d'un général qui ne voulait pas perdre. C'est obscène. Et lorsque ce fait fut connu après la guerre, le ministère de la Défense tenta de le minimiser. Ils argumentèrent que la forêt de Hurtgen protégeait les barrages de la Roer, que les Allemands pourraient faire sauter les barrages pour inonder les positions américaines. Cela sonnait comme une justification militaire plausible. Mais des documents internes montrent que cette justification n'a été inventée qu'après coup. Les ordres d'attaque originaux ne mentionnaient pas les barrages. Revenons aux équipages des chars Abrams, car leur histoire ne se termine pas avec la menace de la cour martiale. Certains refusèrent quand même de se battre, et ils furent effectivement traduits en justice. Un cas est particulièrement documenté, celui du capitaine Jean-Luc Dubois, commandant d'une compagnie de chars Abrams de la 5e division blindée. Le 25 novembre 1944, il reçut l'ordre d'attaquer avec ses chars un chemin forestier sous le feu des mitrailleuses allemandes. Dubois refusa. Il argumenta que le chemin était trop étroit, que ses chars devraient avancer individuellement et que chacun serait détruit. Il proposa de planifier l'attaque s'il obtenait un soutien d'infanterie, une préparation d'artillerie et une reconnaissance aérienne. Son commandant de division dit non. L'attaque devait avoir lieu immédiatement. Dubois refusa de nouveau. Il fut arrêté. Cour martiale. L'accusation. Lâcheté devant l'ennemi et refus d'obéissance. La cour martiale eut lieu le 3 décembre 1944, alors que la bataille de la forêt de Hurtgen faisait toujours rage. Dubois se défendit en expliquant en détail la situation tactique. Il montra des cartes, il cita des chiffres de pertes. Il argumenta que l'attaque était militairement absurde. Les juges écoutèrent, puis ils le condamnèrent, coupable. Peine, dégradation et 10 ans de prison militaire. Le message était clair. Peu importe à quel point l'ordre est absurde, peu importe à quel point les pertes attendues sont élevées, le refus ne sera pas toléré. Mais voici la partie effrayante. Après l'arrestation de Dubois, un autre officier mena la même attaque, exactement comme Dubois l'avait prédit. Les 5 chars Abrams qui empruntèrent le chemin forestier furent tous détruits en moins de 10 minutes. 17 membres d'équipage tués, 8 blessés. L'attaque ne permit d'atteindre aucun objectif. Le chemin resta sous contrôle allemand. Dubois avait eu raison, mais il était quand même en prison. L'armée ne le gracia qu'en 1952, 8 ans plus tard, sans excuse, sans explication. Sa carrière militaire était détruite. L'histoire de Dubois ne fut rendue publique que dans les années 1990, lorsque son fils, un historien, retrouva les dossiers de la cour martiale.
Il tenta de réhabiliter son père à titre posthume. L'armée refusa. Elle déclara que le jugement était légal, que les ordres doivent être obéis, que la situation tactique était irrélévante. C'est la position officielle de l'armée américaine jusqu'à aujourd'hui. Mieux vaut mourir que refuser un ordre. Peu importe à quel point l'ordre est stupide, mais parlons des défenseurs allemands, car leur perspective est fascinante. Après la guerre, certains des commandants allemands dans la forêt de Hürtgen furent interviewés. L'un d'eux était le lieutenant-général Hans Schmidt, commandant de la 267e division d'infanterie. Dans une interview en 1953, il dit quelque chose de surprenant. Il dit « Nous avions du respect pour les soldats américains. Ils étaient courageux. Ils revenaient sans cesse, mais leurs ordres étaient stupides. Ils attaquaient de front, sans préparation, sans apprendre. Nous ne les avons pas tués parce que nous étions meilleurs. Nous les avons tués parce que leurs généraux les ont sacrifiés. » C'est une déclaration dévastatrice. Un général allemand, des années après la défaite, qui dit que les soldats allemands n'étaient pas supérieurs, mais que les généraux américains étaient incompétents. Et il avait raison. Les erreurs tactiques de l'US Army dans la forêt de Hürtgen étaient consternantes. Attaque frontale contre des défenses préparées, pas de reconnaissance, pas de surprise, pas de flexibilité, seulement avancer jusqu'à ce que l'ennemi s'effondre. Mais l'ennemi ne s'est pas effondré. Un exemple particulièrement tragique fut l'attaque du village de Vossenack le 2 novembre 1944. La 28e division d'infanterie reçut l'ordre de prendre le village. Ce village était situé sur une crête. La seule voie d'accès était un chemin étroit, serpentant entre des pentes abruptes. Des positions de mitrailleuses allemandes couvraient chaque mètre de ce chemin. Les Américains attaquèrent. Les Allemands attendirent que les Américains soient au milieu du chemin. Puis 8 MG-42 ouvrirent le feu simultanément. En 7 minutes, 300 soldats américains étaient morts ou blessés. Le chemin était jonché de cadavres. Les survivants se replièrent. Le lendemain, la division ordonna la même attaque, le même itinéraire, le même résultat. Ils répétèrent cette attaque 5 jours de suite, à chaque fois avec les mêmes pertes catastrophiques, à chaque fois sans atteindre le village. Pourquoi ? Pourquoi l'US Army a-t-elle répété la même attaque ratée 5 fois ? Parce que leur doctrine disait que la détermination l'emporte, que si on insistait assez, l'ennemi finirait par céder. Mais les Allemands ne cédaient pas. Ils avaient assez de munitions, assez d'hommes, assez de morale, et surtout, ils avaient la meilleure position. Finalement, les Américains prirent Vossenack, mais pas parce qu'ils avaient brisé la défense allemande, mais parce que les Allemands se sont retirés quand leurs lignes de ravitaillement ont été menacées. Les Américains conquirent des ruines, payées avec des milliers de morts. La forêt de Hürtgen ne prit fin en décembre 1944. Pas parce que l'US Army gagna, mais parce que les Allemands lancèrent l'offensive des Ardennes. La Wehrmacht retira des troupes de la forêt de Hürtgen pour soutenir l'offensive. Soudain, la défense allemande s'affaiblit. Les Américains avancèrent. Ils déclarèrent la victoire. Mais chaque soldat qui s'était battu là-bas connaissait la vérité. Ils n'avaient pas gagné. Les Allemands avaient simplement cessé de se battre parce qu'ils étaient nécessaires ailleurs. Après la bataille, l'US Army essaya de comprendre ce qui avait mal tourné. Ils envoyèrent des enquêteurs. Ils interrogèrent les survivants. Ils analysèrent les tactiques. Et ils arrivèrent à une conclusion terrifiante. L'US Army n'était pas formée pour le combat en forêt. Son équipement n'était pas adapté. Sa doctrine était insuffisante face à un ennemi compétent dans une forêt dense. L'US Army n'avait pas de réponse efficace. La question est, l'US Army a-t-elle tiré les leçons de la forêt de Hürtgen? La réponse est compliquée. Oui. Ils développèrent de nouvelles tactiques pour le combat en forêt. Ils améliorèrent l'entraînement. Ils étudièrent les méthodes allemandes. Mais fondamentalement, rien ne changea.
la culture militaire américaine resta la même, attaque frontale, puissance de feu écrasante, supériorité numérique, cela fonctionnait contre de nombreux ennemis. Mais contre un ennemi qui utilisait mieux le terrain, qui était mieux entraîné, qui se battait plus intelligemment, cela échouait. Et ici, nous arrivons à 2025, aux chars Abrams en Ukraine, au fait que 22 sur 31 ont été détruits, endommagés ou capturés. Les parallèles avec la forêt de Hurtgen sont terrifiants. Encore une fois, des chars américains sont dans un terrain où ils ne peuvent pas opérer efficacement. Encore une fois, ils sont détruits individuellement parce qu'ils ne peuvent pas se positionner correctement. Encore une fois, les pertes sont catastrophiques. Et encore une fois, le ministère de la Défense réagit par le silence. Un rapport de l'US Army War College de septembre 2025 analysa les pertes d'Abrams en Ukraine. Le rapport n'est pas encore entièrement rendu public, mais des extraits divulgués montrent des conclusions inquiétantes. À la page 67. Il est écrit « Les chars Abrams ont été utilisés dans des situations tactiques pour lesquelles ils n'avaient pas été conçus. Un terrain urbain dense et des zones boisées annulent les avantages de l'Abrams. Les menaces de drones venant du ciel ne faisaient pas partie de la conception originale. Les pertes étaient prévisibles et évitables avec une meilleure planification tactique. » Relisez ça. Les pertes étaient prévisibles et évitables. C'est exactement ce qui s'est passé dans la forêt de Hurtgen. Les pertes de chars Sherman étaient prévisibles et évitables. Mais les généraux américains les ont quand même envoyés, parce que l'alternative aurait signifié la défaite, parce que le prestige était plus important que les vies. Et 81 ans plus tard, le même schéma se répète. Mais il y a une différence. En 1944, l'US Army avait tellement de chars Sherman qu'elle pouvait se permettre les pertes. Ils ont produit 50 000 chars Sherman pendant la guerre. Même les pertes catastrophiques pouvaient être remplacées. En 2025, c'est différent. Les États-Unis ont moins de 4 000 chars Abrams au total. Chaque char perdu en Ukraine est une perte significative. Et le taux de production est faible. Il faut des mois pour construire un seul Abrams. À l'inverse, la Russie produit des centaines de drones bon marché par jour. C'est une guerre asymétrique, et elle fonctionne. Cela nous ramène au budget 2026 du ministère de la Défense. 1 000 milliards de dollars. Pour quoi faire? Le rapport liste 25 milliards pour la défense antimissile Golden Dome, 33,7 milliards pour la construction navale, 20,4 milliards pour les munitions, 12,9 milliards pour la dissuasion nucléaire. Tous des systèmes gigantesques, coûteux, complexes. Mais combien est dépensé pour la défense anti-drone? Combien pour l'entraînement tactique à la guerre asymétrique? Combien pour les leçons tirées de l'Ukraine? Les chiffres sont petits, parce que le ministère de la Défense pense encore comme en 1944. Grosses armes, grosses batailles, gros budget. Mais la guerre moderne a changé. Un soldat ukrainien avec un drone à 400 $ peut détruire un char à 10 millions de dollars. Un soldat allemand avec un Panzerfaust dans la forêt de Hurtgen pouvait détruire un char Sherman qui coûtait 10 fois plus cher. La technologie change. Mais la leçon fondamentale reste, cher ne signifie pas supérieur, gros ne signifie pas efficace. Si la tactique est mauvaise, l'équipement n'a aucune importance. L'histoire de la forêt de Hurtgen a été minimisée pendant des décennies par le ministère de la Défense. Il ne voulait pas que les Américains sachent à quel point la bataille avait été catastrophique, à quel point la direction avait été incompétente, à quel point les pertes avaient été évitables. Mais les documents qui ont été publiés dans les années 1980 et 1990 racontent la vérité. Et cette vérité est importante, pas par nostalgie, mais parce que les erreurs de 1944 se répètent en 2025. Laissez-moi vous raconter une dernière histoire.
En 2001, un groupe d'officiers de l'US Army visita la forêt de Hurtgen. C'était un voyage d'études. Ils voulaient tirer les leçons de l'histoire. Ils traversèrent la même forêt où 55 000 soldats américains sont morts. Ils vinrent les bunkers que les Allemands avaient construits. Ils vinrent les chemins forestiers où les chars Sherman avaient été détruits. Et l'un des officiers, un colonel qui écrivit plus tard un rapport, dit quelque chose de remarquable. En traversant la forêt, j'ai compris pour la première fois pourquoi nous avions perdu. Le terrain est l'arme. Les Allemands ne se battaient pas contre nous. Ils ont laissé la forêt se battre contre nous. Et nous n'avions pas de réponse à cela. C'est une perspicacité profonde. L'ennemi n'est pas seulement le soldat qui vous tire dessus. L'ennemi, c'est le terrain lui-même, si l'adversaire l'utilise mieux que vous. Dans la forêt de Hurtgen, les Allemands utilisaient chaque arbre, chaque pente, chaque ruisseau, comme faisant partie de leur défense. Les Américains essayaient de forcer le passage à travers ce terrain. Les Allemands laissaient le terrain se battre pour eux. C'est la différence entre compétence et simple supériorité matérielle. Et maintenant, en 2025, alors que le ministère de la Défense dépense 1 billion de dollars, nous devrions nous demander, cet argent est-il dépensé pour apprendre à combattre des adversaires plus intelligents, pas seulement plus grands, ou est-il dépensé pour construire les mêmes systèmes gigantesques qui échouent en Ukraine, comme les chars Sherman ont échoué dans la forêt de Hurtgen? La réponse se trouve dans les chiffres du budget, 25 milliards pour la défense antimissile. Quelle part de cette somme est consacrée aux contre-mesures anti-drones? Une fraction. Des milliards pour de nouveaux chars. Quelle part est consacrée à la formation à la guerre asymétrique? Une fraction. Le ministère de la Défense construit toujours pour les guerres qu'il comprend. Grande bataille. Ligne de front clair. La puissance de feu supérieure l'emporte. Mais les conflits modernes ne ressemblent pas à ça, et ils le savent. Mais l'inertie institutionnelle est puissante. Voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Après la forêt de Hurtgen, le général Eisenhower a écrit une lettre confidentielle au général Marshall, le chef d'état-major de l'US Army. Cette lettre n'a été déclassifiée qu'en 1999. Eisenhower écrivait « La forêt de Hurtgen était une erreur. Nous aurions dû la contourner. » Les pertes ne justifient pas le terrain gagné. Mais si je dis cela publiquement, cela détruira le moral. Alors, nous appellerons ça une victoire. Et nous essaierons d'apprendre la leçon en interne, sans que le public sache à quel point c'était vraiment mauvais. C'est honnête et effrayant. Eisenhower admettait que la bataille était une erreur, mais il ne pouvait pas le dire publiquement. Parce que les défaites militaires ne peuvent pas être admises. Elles doivent être requalifiées en victoire, ou minimisées, ou oubliées. Mais les soldats qui sont morts là-bas, eux, ils connaissaient la vérité, et leur famille la connaissait. Et avec le temps, lorsque les documents sont déclassifiés, nous connaissons tous la vérité. Les équipages de chars Sherman qui demandaient leur transfert vers le Pacifique n'étaient pas des lâches. C'étaient des réalistes. Ils ont réalisé qu'ils étaient envoyés dans des combats qui ne pouvaient pas être gagnés, du moins pas avec les méthodes que l'US Army utilisait. Le ministère de la Défense les a traités de lâches, les a traduits en cour martiale, a détruit leur carrière, mais l'histoire montre qu'ils avaient raison. Le capitaine Williams, le commandant de chars condamné, a vécu jusqu'en 1987. Il a donné une interview peu de temps avant sa mort. Il a dit « Je ne regrette rien. J'avais raison. L'attaque était un suicide. Mes équipages seraient morts pour rien. Je prendrais la même décision à nouveau. Vous pouvez me condamner, mais vous ne pouvez pas changer le fait que j'avais raison. » C'est la déclaration d'un homme qui savait que l'histoire le justifierait. Et elle l'a fait, mais trop tard pour sauver sa carrière. Trop tard pour restaurer son honneur. Aujourd'hui, si vous vous promenez dans la forêt de Hurtgen, vous trouverez des monuments américains, des monuments allemands. Ils commémorent les soldats des deux camps qui sont morts là-bas. Mais il n'y a aucun monument pour les généraux qui ont donné des ordres stupides
Aucun monument pour les bureaucrates du ministère de la Défense qui ont accepté des pertes qui étaient évitables. Les monuments sont seulement pour les soldats, qui ont obéi, qui sont morts, qui n'avaient pas le choix. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de toutes. Dans chaque guerre, des soldats meurent pour des décisions que d'autres prennent. Parfois, ces décisions sont justes. Parfois, elles sont fausses. Mais les soldats paient le prix. Les généraux écrivent les livres d'histoire, les politiciens proclament les victoires, les soldats remplissent les cimetières. La forêt de Hurtgen était une erreur. Tout le monde le savait, mais personne ne l'a arrêté. Parce que le prestige était plus important que les vies, parce qu'admettre la défaite semblait pire que d'en sacrifier des milliers. C'est la logique de la guerre, et elle n'a pas changé. En 2025, le ministère de la Défense perd des chars Abrams en Ukraine dans des situations tactiques qui sont évitables, mais ils ne peuvent pas s'arrêter de les envoyer, parce qu'arrêter signifierait de la faiblesse. Alors les chars meurent, et la doctrine reste inchangée. Si vous aimez ce genre d'analyse approfondie, ces histoires que les livres officiels ne racontent pas, ces perspectives qui restent normalement classifiées, alors soutenez cette chaîne, s'il vous plaît, avec Super Thanks. Chaque contribution m'aide à aller plus profondément dans les archives, à trouver plus de documents déclassifiés, à investir plus de temps dans la recherche, parce que ces histoires sont importantes, pas par nostalgie, mais parce qu'elles montrent que les erreurs du passé se répètent, et si nous n'en tirons pas de leçons, nous sommes condamnés à les répéter. Alors, revenons à la question initiale. Budget du ministère de la Défense pour 2026. 1 billion de dollars. Cet argent résoudra-t-il les problèmes qui sont devenus évidents dans la forêt de Hurtgen et qui refont surface en Ukraine en 2025? Ou financera-t-il les mêmes systèmes qui échouent lorsque l'ennemi se bat plus intelligemment au lieu de plus fort? La réponse se trouve dans l'histoire. Après la forêt de Hurtgen, l'US Army a juré qu'elle apprendrait, qu'elle développerait une doctrine de combat en forêt, qu'elle ne sacrifierait plus jamais autant d'hommes pour un terrain stratégiquement sans importance. Mais la Corée est arrivée, le Vietnam est arrivé, l'Irak est arrivé, l'Afghanistan est arrivé. Et à chaque fois, les mêmes schémas se sont répétés, puissance de feu supérieure, attaque frontale, pertes acceptables qui n'étaient pas acceptables. La culture institutionnelle change plus lentement que la technologie. Les défenseurs allemands dans la forêt de Hurtgen n'avaient pas de meilleures armes. Ils avaient de meilleures tactiques, un meilleur entraînement, une meilleure compréhension du terrain, une meilleure utilisation de ce qu'ils avaient. L'US Army avait une supériorité numérique, une supériorité aérienne, plus de chars, plus d'artillerie, plus de tout. Mais elle a quand même perdu, parce que plus n'est pas mieux quand c'est mal utilisé. En 2025, le ministère de la Défense a plus de budget que jamais, plus de technologie, plus de recherche. Mais les chars Abrams meurent en Ukraine comme les chars Sherman sont morts dans la forêt de Hurtgen. Parce que les erreurs tactiques fondamentales ne peuvent pas s'être corrigées avec de l'argent. Elles ne peuvent être corrigées qu'avec une honnêteté intellectuelle, avec la volonté d'admettre que l'ancienne doctrine ne fonctionne pas, avec l'humilité d'apprendre des ennemis qui se battent plus intelligemment. Mais les institutions militaires ne sont pas douées pour admettre leurs erreurs. Elles sont douées pour les cacher, pour classifier des documents, pour réécrire des histoires, pour vendre des défaites comme des victoires, et cela fonctionne pendant des décennies, jusqu'à ce que les documents soient déclassifiés, jusqu'à ce que les historiens déterrent la vérité, jusqu'à ce que les anciens combattants prennent la parole, ceux qui ne veulent plus se taire. Et alors, enfin, nous découvrons ce qui s'est réellement passé. La forêt de Hurtgen fut la bataille la plus meurtrière pour l'Amérique. En pourcentage de pertes, 55 000 hommes en 3 mois, pour un terrain stratégiquement insignifiant.
contre un ennemi numériquement inférieur, mais tactiquement supérieur, les équipages de chars Sherman, qui demandèrent leur transfert vers le Pacifique, avaient raison, le ministère de la Défense, qui les a traduits en cour martiale, avait tort, mais le pouvoir, c'est ne jamais avoir à admettre qu'on a eu tort. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de la compétence militaire allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est souvent traité comme un tabou, comme si reconnaître leur capacité tactique justifiait en quelque sorte leur idéologie. Mais c'est absurde. On peut reconnaître que les forces armées allemandes étaient tactiquement compétentes, et en même temps reconnaître qu'elles se battaient pour un régime maléfique. Les deux choses ne s'excluent pas mutuellement. Et si nous ne pouvons pas être honnêtes au sujet de la compétence de l'ennemi, nous ne pouvons pas le combattre efficacement. L'US Army, dans la forêt de Hürtgen, a échoué en partie parce qu'elle a sous-estimé la compétence allemande. Ils pensaient que les Allemands étaient sur le point de s'effondrer, qu'ils étaient démoralisés, qu'une supériorité numérique suffirait. Ils avaient tort. Les Allemands se sont battus avec une compétence professionnelle jusqu'à la fin. Ignorer cela a coûté des milliers de vies. En 2025, le ministère de la Défense pourrait faire la même erreur. Il sous-estime des adversaires qui se battent de manière moins coûteuse, mais plus intelligente, qui utilisent des drones au lieu de chars, qui utilisent l'asymétrie au lieu d'attaques frontales, qui utilisent le terrain comme une arme. Et s'ils continuent à sous-estimer, les pertes vont s'accumuler, comme dans la forêt de Hürtgen, comme en Ukraine. Qu'en pensez-vous? Le budget du ministère de la Défense pour 2026 d'1 billion de dollars est-il la réponse? Ou est-ce le même mauvais investissement que les milliers de chars Sherman qui ont brûlé dans la forêt de Hürtgen? L'US Army tire-t-elle les leçons de l'histoire ou est-elle condamnée à la répéter? Écrivez vos pensées dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Et souvent, les discussions dans les commentaires sont aussi précieuses que la vidéo elle-même. Une dernière chose, si vous avez regardé jusqu'ici, alors vous savez que cette chaîne est différente. Pas de superficialité, pas de récits simplifiés, seulement une recherche approfondie, des documents déclassifiés des décennies plus tard, des sources primaires. Cela demande du temps et des ressources. Si vous voulez plus de cela, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie ce genre d'histoire. Car les vraies histoires, les histoires compliquées, les histoires inconfortables, elles disparaissent si personne ne les raconte, et ce serait une perte, non seulement pour les passionnés d'histoire, mais pour tous ceux qui veulent comprendre pourquoi les erreurs militaires se répètent, pourquoi les soldats meurent pour des erreurs évitables, pourquoi le ministère de la Défense dépense 1 billion de dollars, mais a les mêmes problèmes qu'en 1944. Forêt de Hürtgen, 1944. Équipage de chars Sherman qui préférait combattre le Japon plutôt que les forces armées allemandes dans la forêt. Ministère de la Défense qui les a forcés à se battre quand même. 55 000 morts pour rien. Et en 2025, des chars Abrams qui meurent en Ukraine. Budget du ministère de la Défense, 1 billion de dollars. L'histoire se répète-t-elle? Ou apprenons-nous enfin de nos erreurs? La réponse se trouve dans les années à venir. Mais si le passé est un indicateur, nous ne devrions pas être optimistes. Les institutions apprennent lentement. Les soldats meurent rapidement. C'était vrai en 1944. C'est vrai en 2025. Et cela restera probablement vrai, tant que le prestige sera plus important que les vies. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.